Bienvenue sur Africa 24 dans votre émission l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine avec au sommaire le président ivoirien Alassane Ouattara qui a déclaré qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. L'annonce a suscité de nombreuses réactions et toutes n'ont pas été positives. Son ancien allié d'hier, Guillaume Soro, dénonce une ruse pour détourner l'attention du projet de réforme constitutionnelle. À quand le lancement de la monnaie unique ECO, le franc CFA devrait cesser d'exister dès le début du deuxième trimestre 2020, au moins symboliquement. Mais l'entrée en vigueur de la nouvelle monnaie unique au sein de la CEDEAO devrait encore être retardée. Les raisons sont à suivre dans cette édition. Et la République démocratique du Congo est en voie de déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis août 2018 et qui a déjà fait plus de 2264 victimes. Plus aucun cas confirmé n'a été enregistré dans le pays depuis plus de 20 jours. Le compte à rebours de 42 jours est lancé pour déclarer la fin de cette urgence sanitaire mondiale. Et avec nous pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous sommes avec Monsieur Tiefing Sissoko, sociologue de l'éducation et auteur de nombreux ouvrages sur la jeunesse. Bienvenue. Bonjour et merci de votre invitation. Nous sommes aussi avec Monsieur Alain-Jules Meignier, journaliste et analyste politique. Bienvenue. Merci. Et avec notre éditorialiste, Gracia Rukundikiza. Bienvenue. Merci, Gracia. Bonsoir à tous. Les présentations sont faites et le décor est planté. On passe tout de suite à l'info du jour. L'annonce du président Alassane Ouattara le 5 mars a fait l'effet d'une bombe. Le chef de l'État ivoirien a annoncé dans son discours sur l'état de la nation qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est donc la fin d'un flou longtemps entretenu. Cette décision a été saluée par beaucoup, mais il y a quelques détracteurs comme son ancien allié Guillaume Soro qui dénonce une ruse pour détourner l'attention du projet de réforme constitutionnelle. Plus de détails avec Ange de Meillot. Guillaume Soro réagit à l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara. Dans une allocution faite sur les réseaux sociaux, l'ex-président de l'Assemblée nationale a minimisé la décision du président ivoirien de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Selon lui, cette annonce était destinée à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de la Constitution. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. Guillaume Soro insiste sur le fait qu'il est bel et bien candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Exilé en France depuis décembre suite à un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes, il a appelé de nouveau à des élections inclusives et à la mise en place d'une commission électorale consensuelle. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques apprennent à rentrer dans le sens de l'histoire. Je pense que le président Alassane Ouattara a été clair. Je crois que c'est une très bonne chose et il faut saluer cette déclaration. Quant à M. Guillaume Soro, qui veut être un acteur de la vie politique ivoirienne, qu'il apprenne aussi à reconnaître les mérites de celui qui est au pouvoir. Parce que si lui, demain, il devient président de la République, est-ce à dire que lui, tout ce qu'il fera devait être dénoncé par tout le monde? Les partis de l'opposition ivoirienne ont également rejeté le projet de révision de la Constitution. Ils ont toutefois salué la décision du président de la République de ne pas briguer un troisième mandat lors du prochain scrutin présidentiel qui aura lieu le 31 octobre 2020. Monsieur Meignier, pourquoi, selon vous, le président Alassane Ouattara a pris une telle décision maintenant, après avoir laissé longtemps planer le doute ? Mais écoutez, je crois qu'il n'a respecté que ses propres engagements parce que depuis 2018, il avait dit qu'il allait laisser la place aux jeunes. Oui, on lui a posé plusieurs fois la question. Justement, il a laissé le suspense, on ne sait pas. Bon, ça c'est lui-même, c'est tout seul, en son âme et conscience, qu'il pensait que voilà, je vais laisser durer le suspense. Mais finalement, il n'a fait que respecter la Constitution.
Donc, il respecte la loi fondamentale. Donc, derrière toutes ces polémiques qu'il y a autour, notamment avec la révision de la Constitution, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. En revanche, il n'est pas candidat. Et c'est déjà le plus important. Ça veut dire qu'il a tenu parole. Voilà. Pour moi, c'est déjà le point focal. C'est-à-dire qu'il n'est pas candidat. Maintenant, par rapport à la révision de la Constitution, avec la modification d'au moins 20 lois, sur les 180 lois que contient cette Constitution, il faut avouer que si le président finalement nomme le vice-président qui ne sera plus élu, si il y a des petits changements qui favorisent effectivement un clan, bon, il faut comprendre que il a quand même mis en gros souci. Alors, on reviendra sur la modification de la Constitution. Gratien, on voit que, M. Meignier l'a dit, qu'il n'a fait que respecter la Constitution et pourtant, de partout, on salue sa décision. Alors, comment expliquer cela? Alors, c'est comme si c'était quelque chose de grand, mais il l'a dit, il n'a fait que respecter la Constitution. Vous savez, en Afrique, le respect de la Constitution par un président, c'est vraiment quelque chose de louable. Ça se passe dans plusieurs pays. Il y a la Guinée, ils sont en train de changer la Constitution, éventuellement pour se présenter pour un 3e mandat. Il y a d'autres pays où il y a des problèmes. On a des présidents qui ont plusieurs mandats, alors qu'en principe, on devait dire que la règle ça va être 2 mandats. Mais au moins, il respecte cette Constitution. En même temps, il a laissé, comme il a dit, une certaine ambiguïté. Pourquoi changer la Constitution au moment où, pratiquement dans l'année des élections, au moment où il y a une ambiguïté sur ses intentions, il se présente pas. Les gens pouvaient se dire finalement, il veut faire quelque chose, il veut rester. Mais en même temps, franchement, il faut le saluer. Il faut saluer son respect, au moins le respect de ses engagements, même s'il avait dit que si ses concurrents comme Bédié, Gbagbo revenaient, là, il se mettrait en course pour les bloquer. Mais en réalité, il faut laisser les autres. Il y a la jeunesse, comme il le dit, mais encore faut-il que cette jeunesse soit présente. Monsieur Sissoko, Oui. quel crédit accorder à Monsieur Guillaume Soro qui a un peu voulu montrer que c'était un superfuge du président Alassane Ouattara qui a critiqué son initiative? Quel crédit accorder? Disons que c'est vrai qu'il y a des inquiétudes qui peuvent subsister quand on regarde un peu la façon dont tout ceci se met en place. Pour revenir à votre question, je vais d'abord dire 2 mots pour dire que Alassane Ouattara n'a pas forcément respecté la Constitution en faisant cette déclaration. La Constitution, dans les réformes qui ont été opérées par cette Constitution, l'autorise à se représenter pour un 3e mandat, puisqu'il y a eu une révision constitutionnelle, donc qui remet les compteurs à zéro, et à partir du moment où les compteurs sont remis à zéro, le président Alassane Ouattara peut se présenter, donc pour un 3e mandat. Mais alors du coup, quand on regarde, le poids des symboliques est très important, aussi dans le cadre de la politique. Pourquoi il ne le fait pas et qu'aujourd'hui on peut le saluer pour avoir pris la décision, alors que la Constitution l'autorise de se présenter pour une 3e fois, de ne pas le faire? On peut le féliciter pour la raison liée au fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'actualité politique africaine, il y a 2 choses qui interviennent. Et d'ailleurs, qui a été à l'origine de la modification de l'ancienne Constitution, c'est-à-dire l'âge qui est une dimension importante. Initialement, l'âge limite pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire était de 74 ans. Et donc, il y a eu une modification de cet âge pour permettre peut-être au président Alassane Ouattara d'avoir une perspective de réélection. Donc ça, c'est la première dimension. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'une personne âgée soit synonyme de sagesse ou une personne jeune soit synonyme donc d'incompétence ou d'ignorance. À mon avis, il faut qu'on dépasse cette question liée à l'âge. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la question de la modification des constitutions. Quand on regarde l'actualité africaine, je prends un peu de hauteur là-dessus, c'est que quand les lois ne nous correspondent pas ou ne nous avantagent pas, on a tendance à modifier les constitutions. Sur ce point-là, je voulais qu'on accorde un peu de temps justement à Guillaume Soro, puisque le reportage était consacré à ce qu'il a dit dans une tribune sur les réseaux sociaux. Quel crédit accorder à son intervention? Justement, j'en venais sur l'idée qu'aujourd'hui, cette déclaration s'accompagne aussi d'un projet de modification de la Constitution avec trois changements majeurs. Et donc, les propos de
Guillaume Soro montre un peu cette suspicion d'un changement de la Constitution pour permettre à une personne ou à un clan de se maintenir au pouvoir. Et je crois que c'est cette suspicion qui reste de façon sous-jacente derrière cette réforme. Puisque d'une part, ce qui s'est passé, nous nous sommes tous focalisés sur l'idée que Alassane Ouattara ne se représente pas et nous avons oublié en fait la dimension du coup qui a été à l'origine de la réunion du Congrès. Il a raison, Guillaume Soro, de s'alarmer justement. Moi, je pense qu'il peut s'inquiéter et on est en droit de s'inquiéter sur les raisons qui sont en profondeur ou les raisons en tout cas qui poussent le président à proposer un projet de réforme constitutionnelle à ce moment précis. Est-ce que ça va favoriser un clan? Puisque n'oublions pas qu'après ce projet de réforme constitutionnelle, il y a le projet de réforme du code électoral qui est en préparation, qui est en cours de préparation. Donc à mon avis, ces deux dimensions sont liées et donc nous poussent à plus de vigilance. Non pas pour dire que oui, haut la main, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'on doit le féliciter pour avoir pris la sage décision de se retirer. Mais par ailleurs, n'oublions pas que les projets de réforme qui sont maintenant au-dessus de la table des parlementaires doit être regardé avec beaucoup plus d'attention. Gracien, vous partagez cette analyse? Non, je ne partage pas cette analyse parce qu'en fait, Guillaume Soro, il le dit bien, il parle, il critique la décision de ne pas se présenter. Il ne parle pas, il ne différencie pas bien le fait de ne pas briguer un troisième mandat et la modification de la Constitution. La modification de la Constitution, ça, c'est une autre histoire. Il y a le troisième mandat. Il dit que c'est pour mieux tripatouiller. Oui, justement. C'est le mot qu'il a utilisé. Il peut changer la Constitution même en étant candidat. Et d'ailleurs, ça serait quelque chose qui arrange bien, on change la Constitution pour rester au pouvoir. Mais en réalité, ce qu'il critique, je pense bien qu'avant, il critiquait le fait que Ouattara voulait se présenter au troisième mandat. Alors, maintenant, il ne veut pas de troisième mandat, donc je pense que vraiment, il faut reconnaître, c'est une bonne chose pour le pays. Ça permet au moins qu'il y ait de l'air, de l'oxygène pour les autres qui arrivent. Mais en même temps, ce changement de constitution, il y a beaucoup de choses à faire. Il aurait dû, je pense, en parler. Plutôt critiquer le changement de la constitution que de critiquer le président Ouattara qui ne se représente pas. Alors, Guillaume Soro a souvent été critique envers le président Alassane Ouattara. Il en a même fait sa cible. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire il risque d'être en panne d'adversaires politiques, Monsieur Minier? Écoutez, alors je vais revenir sur ce que Monsieur Sissoko a dit tout à l'heure. J'ai l'impression que peut-être il y a un petit mélange qui ne tient pas forcément la route. C'est-à-dire que le référendum constitutionnel de 2010 ne permet pas de troisième mandat. 2016, mais... ne permet pas de 2016, je voulais 2016, dire. Oui, justement. Ne permet pas de troisième mandat. Donc, je me dis qu'il y a un problème. Et c'est pour cela que je parlais. Bon, on a juste modifié au niveau de l'âge, qui était plutôt de 75 ans, c'est-à-dire que c'était, je crois, l'article 183, par rapport à la limite d'âge. Alors, il n'y a plus de limite d'âge pour être candidat à la présidence. Et il n'y a pas de troisième mandat. Et c'est pour cela donc, que Guillaume Soro, justement, est en train de se plaindre. Parce que, à partir du moment où le président Alassane Dramane Ouattara ne se représente plus, pourquoi veut-il modifier cette constitution qui a été adoptée par référendum en 2016 ? Donc, il parle de tripatouillage. Mais il pourrait se présenter, sachant que si la loi fondamentale est modifiée en mars, l'élection est en octobre. Il aurait pu mais justement, c'est là le problème. C'est le problème de l'interprétation. On dit souvent que c'est dans les détails, le diable est toujours dans le détail. En revanche, je ne crois pas sincèrement que le président Ouattara serait en train de préparer un coup ou quelque chose comme ça. Je crois que bénéfice du doute pour l'instant. Mais quelque part, l'ancien président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Guillaume Soro, est dans son rôle en tant qu'opposant. Et on peut quand même soupçonner le président Ouattara d'avoir, au départ, éliminé ses principaux adversaires, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, qui est poursuivi, qui vit ici en France. Donc, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il va désigner un successeur pour le RHDP et tout, comme candidat à l'élection présidentielle, majoritaire à l'Assemblée nationale, etc. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi il y a
modification de la Constitution. Si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, juste ce que je voulais ajouter à propos de ce troisième mandat, c'est que souvent, il y a une interprétation erronée de la Constitution. Quand on modifie la Constitution, on détermine les mandats. Le président ne peut avoir que 2 mandats. Cela veut dire que ça s'applique sur la fin de ces mandats. Non, ça veut dire que s'il a déjà fait un mandat, il y a un deuxième mandat, donc il a déjà fait 2 mandats. Cela ne veut pas dire qu'on reprend tout, on remet le compteur à 0, parce qu'on a modifié la Constitution. Il faut différencier la modification de la Constitution et une nouvelle Constitution. Il y a des pays, par exemple, où c'est marqué qu'on ne peut pas modifier certains articles dans la Constitution, comme au Congo, Brazzaville, où au lieu de modifier la Constitution, ils ont changé complètement. Ils ont dit, nous adoptons une nouvelle Constitution. C'est cette modification de la Constitution qui a permis à Faure Gnassingbé au Togo de rester? Absolument. Non, c'est une nouvelle Constitution, je pense. Et je pense qu'il n'y a pas... ce débat, si vous voulez, on peut comprendre, vous avez parlé de confusion, mais véritablement, vous dites exactement la même chose que moi, finalement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion. L'idée, c'est que la déclaration prend tout son sens dans la mesure où, bien sûr, que la Constitution l'autorisait à se représenter. Sinon, la déclaration n'aurait aucun sens. Tout simplement. Parce que à quoi bon de faire une déclaration si je n'avais pas le choix? Donc la déclaration... Il y a une modification de la Constitution qui est en cours. Non, je parle depuis 2016. Non. Depuis 2016, la Constitution aujourd'hui en cours l'autorise à se représenter. Il n'y a aucune espèce en tout cas, de difficulté là-dessus. C'est que la Constitution l'autorise à se représenter, tout simplement. Et donc la déclaration prend tout son sens et ce qui explique aussi que le président français l'ait salué et que d'autres autorités l'ont salué, c'est qu'il avait le choix d'aller à l'élection présidentielle, mais il a décidé de ne pas se représenter. C'est là où c'est intéressant. Donc il ne se représente pas. Donc il prend sa décision, il prend un pouvoir de ne pas se représenter. Donc ça c'est intéressant. Là où il y a des inquiétudes à avoir, c'est dans cette réflexion, puisque n'oublions pas qu'on est sur cette partie du monde, et pas seulement, c'est qu'une fois qu'on est au pouvoir, il y a la possibilité pour les clans de vouloir se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est cette stratégie politicienne de pouvoir se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre qui doit être, en tout cas, qui doit être scrutée, qui doit être observée, qui doit être balisée pour qu'on ne soit pas dans les dérives. Puisque aujourd'hui, il y a une tendance à assurer... Pourquoi une dérive alors que le pouvoir, c'est le peuple? Je pense que là, le fond du problème, ce n'est pas vraiment qu'il y ait le clan qui soit présent. Le fond du problème, c'est qu'il y ait la commission électorale indépendante qui soit vraiment neutre, que les élections soient bien organisées, que ce soit son fils, sa femme ou n'importe qui soit présent, qui soit élu avec les bonnes élections, le bon suivi des élections, que tout le monde soit d'accord. C'est le peuple est souverain. Allez, mais au moment où on triche, ça pose un problème. Marquer une courte pause, malheureusement le temps imparti est terminé. On va donc marquer une courte pause, c'est la fin de cette première partie consacrée à la Côte d'Ivoire. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Tiefling Sissoko, Monsieur Alain-Jules Meignier et Monsieur Gratien Rukundikiza. Et on passe tout de suite au grand angle. Le lancement de la monnaie unique à l'échelle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est hypothétiquement prévu en 2020 dans les 15 pays membres. Mais les revirements du Nigeria laissent supposer un report du lancement de l'ECO. C'est son nom. Après juillet 2020, l'ECO pourrait même changer de nom car son appellation divise dans la sous-région. Aïssatou Bari. À quand le lancement de la monnaie unique ECO? C'est la question que se pose l'opinion publique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La question du nom de la future monnaie commune n'est toujours pas résolue alors que tout au moins symboliquement, le franc CFA devrait cesser d'exister dès le début du deuxième trimestre de 2020.
Mais techniquement, les pays anglophones ne sont pas prêts. Et à l'heure actuelle, les pays de l'UEMOA sont embarrassés parce qu'ils sont prêts depuis longtemps dans la mesure où eux sont dans les critères de convergence de par leur statut d'union monétaire. Les autres doivent encore apprendre à être dans les critères de convergence et les pratiques qu'ils utilisent pour stabiliser leur monnaie ne peuvent pas aujourd'hui être pratiquées dans l'UEMOA parce que c'est deux habitudes différentes. L'entrée en vigueur de la monnaie unique a toujours été retardée, très souvent à cause des revirements du Nigeria. Dans un récent communiqué de sa présidence, il a de nouveau demandé un report de l'entrée en vigueur de l'ECO, indiquant le non-respect des critères de convergence par plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'apparition du coronavirus est un risque supplémentaire, notamment pour le Nigeria. L'économie dépend des exportations de pétrole. Donc, s'il n'y a pas exportation de pétrole, il y a baisse des revenus aussi bien publics que dans le secteur privé. Mis à part les raisons évoquées par le géant nigérian, le problème de l'appellation de la monnaie risque de faire débat. De l'avis de certains analystes, cette divergence sur l'appellation de la nouvelle monnaie ne mettra pas un frein à la réforme du franc CFA de l'UEMOA, qui est pour l'instant à un stade symbolique. Quant aux investisseurs, seul le mécanisme monétaire et sa fiabilité importent et pour l'instant, ces deux aspects ne sont à leurs yeux pas remis en cause. Gratien, est-ce que la sortie du Nigeria de ce projet pourrait anéantir cette ambition de monnaie unique au sein de la CEDEAO? Je pense que le Nigeria ne va pas sortir de ce projet, mais va rester dans le projet, mais le reporter. C'est-à-dire que... Mais le problème qui s'est posé, c'est déjà les pays francophones qui ont changé unilatéralement l'option de l'ECO, parce qu'ils ont dit que c'est le franc CFA qui se transforme en ECO. Ce n'est pas ce qui était dit avant. En plus, ils ont violé un principe, c'est que l'ECO, c'était un nom déposé par, bon, pas déposé, mais qui appartient au CEDEAO. Ça ne pouvait pas appartenir à ces pays francophones. Donc, je pense que si la divergence reste, non seulement il va y avoir le Nigeria qui pourra sortir, mais il y a le Ghana, il y a le Libéria, il y a les pays comme la Guinée et Guinée-Conakry. Donc, il y a surtout, pour moi, un problème de confiance. La monnaie, c'est toujours la confiance. Mais s'il manque la confiance, il n'y aura pas de monnaie unique. Mais il faudra que tous les pays fassent un effort, que les pays sortent de cette emprise dans le franc CFA. Et d'ailleurs, ça n'étonne personne que ça soit l'ECO. On a dit que le franc CFA devient l'ECO au moment où il y avait le président français en Côte d'Ivoire. Ce qu'on ne peut pas, au moins les Africains ne pouvaient pas accepter. Oui. Monsieur Sissoko, est-ce que, parce que le Nigeria pèse plus de 2 tiers, près de 2 tiers du PIB de la CEDEAO, et le Nigeria ne cesse de reporter le lancement de l'ECO, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Vous avez raison, 2 tiers, donc c'est entre 65 et 75% en fait du PIB de la zone CEDEAO. Et du coup, quand on regarde les autres pays en fait de la CEDEAO, le Nigeria apparaît comme un mastodonte en termes économiques aussi, en termes aussi de progrès, en tout cas de réalisation d'infrastructures et des services de base qui répondent aux besoins des populations. Et du coup, il y a une inquiétude puisque le Nigeria perd, on peut dire, le Nigeria peut perdre beaucoup, puisqu'il y a ce qui est brandi dans cette réforme, c'est la discipline budgétaire. Et donc, du coup, le Nigeria s'inquiète de la discipline budgétaire chez les autres pays de la CEDEAO. Parce que le Nigeria, rappelons-nous, les critères de la convergence sur le déficit et sur le nombre de crédits aussi, la dette des États, en fait, sur ces critères de convergence, quand on regarde ce qu'ils ont fixé comme critères, il y a un seul pays qui répond à la norme, c'est le Togo. C'est uniquement le Togo qui répond à cette norme. Donc du coup, il y a une inquiétude en fait qui est liée à cela, sur le fait que les autres pays, dans leur chute, est-ce qu'ils ne vont pas traîner, parce qu'il y a une fluctuation de la monnaie, est-ce qu'ils ne vont pas entraîner le Nigeria aussi qui a des besoins aujourd'hui, besoin de développement, besoin d'industrialisation. Et du coup, dans le besoin d'industrialisation, la monnaie joue un rôle capital en fait. Lorsque l'arrimage, puisque je crois que la question qui est posée et qui divise un peu les positions
en Afrique, c'est l'arrimage de l'éco. Est-ce qu'on l'arrime sur... il y avait deux positions en fait. Est-ce qu'on l'arrime sur l'euro, ce qui est la première position défendue notamment par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ou est-ce qu'on l'arrime sur une devise autre, et donc du coup qui était une position... Ou un panier de devises. Un panier de devises qui était la position dominante au niveau de la CEDEAO et qui est défendue aussi par ces États. Et finalement, ce qui a été retenu, c'est d'arrimer l'éco sur l'euro. Et donc, à partir de là... Au niveau de l'Afrique au niveau de l'Afrique. Francophone, parce que le Nigeria, justement, refuse que la France prenne part encore à ce projet. Absolument. Et donc, du coup, c'est vrai que là, dès le départ, il y a des positions qui sont divisées. Et du coup, la division s'est retrouvée aussi au niveau de la nomenclature même de cette monnaie. Donc, c'est vrai que le Nigeria peut perdre beaucoup dans cette affaire. On peut dire que c'est pas dès le départ. Dès le départ, c'était clair. Hein. C'était une nouvelle monnaie, c'était pas le franc CFA qui changeait. Et en même temps, je pense que les critères, je ne sais pas quelle équipe a déterminé ces critères, sont des critères copiés sur les critères de l'euro. Or, on a l'impression, l'euro, c'est une monnaie, comme les gens disent, c'est le Deutschmark. C'est la monnaie allemande. La monnaie est trop forte, parce que les Allemands sont encore sous le choc de la monnaie. On sait bien l'inflation qui s'est passée dans les 1929. Et en Afrique, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la croissance, on a besoin du développement. Or, si on commence à lutter contre l'inflation, on a des pays qui ont une inflation pratiquement négative. Cela veut dire qu'on bloque l'économie, on bloque le développement d'un pays. On peut dire les pays qui sont endettés à 50%. Un pays qui s'endette à 50% par rapport au PIB, c'est trop peu par rapport aux besoins du pays. On a des pays qui doivent s'endetter pour travailler, pour prospérer. Or, je pense que les critères, vraiment, il faut se dire, il y a l'Europe, nous, on est à une certaine étape, on n'est pas encore arrivé à l'étape de l'Europe, on ne peut pas déterminer les critères, comme il y a une certaine discipline, mais ces disciplines doivent respecter les réalités africaines et la volonté de se développer, la volonté aussi de s'industrialiser. Monsieur Minier. Je crois qu'il faut faire simple, c'est-à-dire dans cette histoire d'éco, arrimé à l'euro, etc. Je crois qu'il faut qu'on parte du point de départ. Depuis 1983, l'éco est la monnaie que la CEDEAO veut se doter. Alors, au niveau de la conférence des chefs d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des recommandations. Lors de ces recommandations-là, le président ivoirien, la Côte d'Ivoire qui est la locomotive au niveau de l'Afrique francophone de l'Ouest, là, a voulu surpasser le Nigeria. Ce qui est une très mauvaise idée. Le président français est arrivé en Côte d'Ivoire, il a carrément dit ceci, parce qu'il faut bien voir ce qui se joue derrière. Que j'ai pensé à cette réforme-là. Ce n'est pas à lui de réformer le CFA. Mais donc, le Nigeria qui compte, qui a quand même 66% de l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest, et, s'il vous plaît, 55% de la population, on ne peut pas mettre tout cela entre parenthèses, et le président français arrive en Côte d'Ivoire et parle de l'éco. Donc, on part de cette base-là. Donc, selon vous, le Nigeria a raison de peser de tout son poids. Le Nigeria a complètement raison. Monsieur Sissoko le précisait tout à l'heure. On ne peut pas s'amuser avec un pays comme le Nigeria, mastodonte économique. En Afrique, avec l'Afrique du Sud notamment. C'est la première puissance vous économique. Ne pouvez pas venir comme ça. Alors vous mettez le Nigeria entre parenthèses et vous dites que vous faites une monnaie et le Nigeria doit à tout prix être dans cet écho-là. Cet écho en fait qui est quoi? C'est le remplacement du CFA. C'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas dépôt, n'est-ce pas, des devises africaines comme c'était avant au niveau du Trésor français que les choses doivent changer comme ça par le bon vouloir de la France et de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que la politique protectionniste du Nigeria n'est pas un frein au développement de cette monnaie unique? Parce qu'on sait que le Nigeria a fermé ses frontières, par exemple, avec certains pays comme le Niger ou encore le Bénin. Est-ce que le fait de garder cette politique de protection
de ces produits, etc. C'est pas aussi un frein dans le développement parce qu'on sait que le commerce intra-africain est assez bas, il est de 15% et que c'est pour ça que la ZLECAf va rentrer en jeu. Est-ce que c'est pas nocif finalement? Je pense que c'est la fermeture des frontières, ce n'est pas une décision économique, c'est une décision politique. Je pense oui, mais qu'il y a des conséquences économiques. Ça a des conséquences, mais je pense que la décision va être élevée en fonction des discussions politiques. Ça n'a rien à voir avec l'élargissement au niveau de l'économie. Et le Nigeria aussi, comme il le dit, c'est un pays qui a besoin d'être respecté, qui a besoin d'être écouté. Du moment où le Nigeria comprend que la partie francophone commence un peu à jouer par rapport à ce qui a été dit, le Nigeria va commencer aussi à modifier le jeu. C'est-à-dire que l'un, il fait ça, l'autre, il va faire d'une autre façon. Mais je pense que la réalité, c'est de comprendre qu'on entre dans une économie globale, au moins au niveau de l'Afrique, que les gens, je pense qu'il faudra que les gens comprennent que les économies doivent être tournées sur l'Afrique, pas vers l'Europe ou vers la France. Du moment où on se dit, je dois cultiver, je dois travailler pour exporter vers la France, eh bien, on a perdu l'esprit du développement du pays ou même de l'Afrique. On doit travailler pour produire pour l'Afrique et commercer en Afrique. C'est de cette façon-là qu'on pourra gagner parce que c'est là où il y a la croissance. Là où on nage en plein dans le paradoxe, c'est d'un côté l'argument qui consiste à aller vers l'intégration sous-régionale. Donc avec une liberté de circulation des produits, etc. Et de l'autre côté, eh bien, le désir qu'on peut comprendre du Nigeria de se protéger, puisque du coup, il y a de fortes répercussions sur les orientations qui vont être prises en termes économiques et sur le plan politique aussi. Donc, le Nigeria, on ne peut pas l'en vouloir de vouloir se protéger face à ce risque. Mais à mon avis, il faut une diplomatie beaucoup plus forte. C'est en fait l'idée où on peut aller vers une convergence, non pas une convergence économique, mais une convergence idéologique. D'une part, pour concilier ces deux positions qui ne sont pas incompatibles, on peut avoir véritablement une intégration sous-régionale et aussi avoir une politique qui a tendance à protéger les partis qui sont impliqués dans ce conflit. Et donc, c'est par la diplomatie qu'on va pouvoir rassembler, je crois, les deux positions pour permettre aux uns et aux autres de trouver leur compte. C'est-à-dire de permettre aux États de la sous-région, donc de la CEDEAO, de pouvoir progresser au plus haut de ce qu'ils peuvent et au Nigeria de ne pas perdre la position ou en tout cas le privilège qui est acquis sur le marché international. Donc du coup, l'idée c'est de porter les ensembles au plus haut de ce qu'ils peuvent chacun mutuellement. C'est-à-dire que le Nigeria, avec ses ambitions d'industrialisation, continue de progresser et que les autres États, parce que n'oublions pas que cette monnaie, elle va renforcer aussi l'économie, elle va permettre à ces États de pouvoir peut-être respirer un peu plus, puisque ces États sont étranglés sous le poids des différentes pression qui s'exerce sur leur économie. Donc ils vont pouvoir aussi peut-être s'industrialiser, en tout cas je parle au conditionnel puisque je crois que tout ceci va se jouer aussi sur la configuration électorale qui est en train de se jouer dans ces pays avec une diplomatie africaine beaucoup plus forte, une diplomatie africaine qui soit proactive et qui prenne des bonnes décisions sur le long terme, sur le moyen et long terme, puisque n'oublions pas, on voit, vous l'avez indiqué, symboliquement peut-être la fin du franc CFA, mais entre le moment où on annonce la fin du franc CFA et le moment où on va aller totalement dans l'éco, il va s'écouler un certain temps. Et donc c'est durant ce laps de temps que toutes les politiques de négociation économique vont pouvoir se mettre en place pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions et les meilleures décisions pour l'avenir de la sous-région. Alors très rapidement pour conclure, est-ce que vous pensez, un petit mot chacun, que cette intégration économique va créer des disparités ou plutôt va créer une homogénéité au sein de la sous-région? Je commence par vous, monsieur. Je crois que, alors du coup, ma position va être beaucoup plus nuancée. Je pense que ça va créer une disparité. Cette disparité n'est pas négative en soi. Et cette disparité, ça va, par la politique, on va pouvoir mettre en place un système de péréquation qui va permettre de donner un peu plus à ceux qui en ont un peu moins. Et donc ceux qui ont un peu moins, donc on va leur permettre de progresser. Et ceux qui ont un peu plus, on va leur permettre d'aller encore plus loin. Gracias. Je pense qu'il va y avoir plus d'homogénéité sur certaines choses comme les douanes ou autres, mais il va y avoir plus, moi je parlerai plutôt de synergie de progression, des synergies d'économie. Il y a un pays qui pourra produire plus ou un pays qui pourra
produire une partie de la composante de la production de l'autre pays. Donc, je pense que chaque pays pourra en tirer des bénéfices et surtout, moi je parle beaucoup au niveau des peuples, il y aura des bienfaits pour les peuples, notamment au niveau de la main-d'œuvre, de plein emploi, si vraiment ils respectent et qu'ils essaient un peu de se protéger par rapport à l'extérieur de l'Afrique. Et le mot de la fin, monsieur le ministre. C'est vrai qu'il peut y avoir un phénomène de vase communicant, bien évidemment, mais le problème, c'est que l'indépendance monétaire dépend de la volonté politique. Ça veut dire qu'il faut que les dirigeants soient vraiment de vrais volontaires. Et si les dirigeants traînent un peu la patte dans tel ou tel pays, je vous promets que ça ne se passera pas bien. Ce sera donc le mot de la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Tiefing Sissoko, Monsieur Alain-Jules Meignier et Monsieur Gratien Rukundikiza, et c'est l'heure du Zoom de la rédaction. La République démocratique du Congo se prépare à déclarer la fin de l'épidémie du virus Ebola. Une épidémie déclarée en août 2018 sur le sol congolais et qui a fait près de 2264 décès. Le pays doit désormais observer une période de 42 jours pour déclarer la fin de cette urgence sanitaire mondiale. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 21 jours sans un seul nouveau cas de virus Ebola en République démocratique du Congo. Les 11 derniers malades guéris de ces virus quittent l'hôpital ce mardi 10 mars 2020. La nouvelle a été livrée par le docteur Jean-Jacques Muyembe au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 9 mars 2020 à Kinshasa. Et nous allons suivre cette surveillance jusqu'à la date que nous allons fixer pour déclarer, n'est-ce pas, la fin de l'épidémie. Donc nous croisons les doigts pour que d'ici là, il n'y ait pas d'incident sécuritaire. Cette épidémie a enregistré 2344 cas, dont 2264 décès. La molécule thérapeutique mise en place par le docteur Jean-Jacques Muyembe pour lutter contre cette maladie a donné des résultats probants et a pu limiter les dégâts. La létalité générale est de 64%. Mais la létalité parmi les malades qui ont fréquenté les centres de traitement, cette létalité est relativement faible, soit 32%, grâce aux molécules que nous avions donc introduites dans la riposte. La République démocratique du Congo est en voie de déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola, la pire que le pays ait connue. Selon le coordonnateur du comité de riposte contre cette maladie, une période de 42 jours doit être observée pour que le pays soit déclaré libre du virus Ebola. Monsieur Meignier, est-ce qu'on peut dire que les autorités congolaises ont relativement bien géré cette épidémie, bien qu'elle ait duré quand même depuis 2018 ? Mais tout à fait. D'ailleurs, cette nouvelle m'a surpris, parce qu'ils attendent une période de 42 jours pour déclarer la fin de cette épidémie de Ebola virus, bien évidemment. Je suis très heureux déjà pour le Congo, d'autant plus que en mars, en janvier 2020, on a déclaré de nouveaux cas, notamment dans le Nord Kivu, principalement dans une ville comme Béni. Et donc, d'apprendre que finalement, il n'y a plus eu de malades pendant, je crois, une période de 21 jours, c'est vraiment très, très intéressant. Et on se dit que oui, les Africains sont aussi capables d'éradiquer certaines maladies comme Ebola, etc. Donc, franchement, c'est une très, très bonne nouvelle. Et on peut féliciter les médecins, tous les gens, n'est-ce pas, qui sont autour d'eux pour la recherche, etc., etc. Donc, franchement, c'est une très, très bonne nouvelle.
Alors on sait que pendant cette épidémie, près de 320 000 personnes ont été vaccinées. Est-ce que finalement, ce n'est pas sur le terrain de la prévention qu'il faut jouer, Gratien? Oui, je pense que ce qui a beaucoup fait évoluer la maladie, qui a fait qu'il n'y ait plus d'Ebola dans le pays, c'est parce qu'en fait, ils ont accepté, il y a beaucoup de mesures de prévention. Il faut dire, les dirigeants, surtout le docteur Muyengbe, qui s'est bien battu pour lutter contre Ebola, il y a eu beaucoup de mesures, des mesures assez draconiennes, et la population a respecté ces mesures. La population a bien compris qu'il y a un danger, et elle a accepté certaines choses, même des choses qui étaient liées à la tradition, comme l'enterrement ou autre. Ils ont accepté, et donc c'est de cette façon-là, grâce à ces efforts, que le peuple congolais, finalement, il ait des résultats, qu'il n'y ait plus d'Ebola dans le pays. C'est une bonne chose, ces décisions, et aussi cette force vraiment de combattre Ebola. Et finalement, est-ce que le combat le plus dur à mener n'était pas celui psychologique, vous l'avez dit, par rapport à la religion, aux traditions, aux cultures, etc. Est-ce que ce n'était pas d'abord ça le plus dur à combattre, selon vous? Oui, le plus dur, c'était ça, mais en même temps, quand ça a commencé, il faut dire que les autorités ont été un peu perdues par rapport à ce qui s'est passé dans le pays. Il y avait le plus dur dès le départ, on l'avait bien compris, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses, notamment au niveau des traditions, au niveau même des chasseurs, au niveau des agriculteurs. Et puis se dire finalement, ça vient de tel endroit, ça vient de telle façon, il faut éviter cela. Et aussi, à un certain moment, il fallait éviter très tôt les mouvements des gens pour qu'il y ait, au moins, ça soit confiné dans certains endroits. Monsieur Sissoko, est-ce que la manière dont ça a été géré, c'est une leçon pour le monde, en tout cas pour l'Afrique et puis oui, pour le monde entier, si on est comme ça? Absolument. Parce que quand on regarde le taux de létalité, au début de l'Ebola, c'était autour de 80%, hein, et aujourd'hui, on est autour de 30%. C'est-à-dire, une fois qu'on fréquente un centre de soins, donc on a la possibilité d'être soigné. Et donc, le taux de décès, finalement, c'est 30%, autour de 30%. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% qui arrivent à guérir. Donc si on doit le dire trivialement. Et aujourd'hui, c'est une leçon, vous avez raison d'insister là-dessus, puisque quand on regarde l'épidémie aussi que nous rencontrons aujourd'hui, on pense tous donc au coronavirus, donc on pense tous à cela, qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense que les épidémies façonnent en fait la face du monde et donc créent aussi de nouveaux comportements. C'est peut-être le sociologue qui parle de cela. Puisque aujourd'hui, quand on a vu la façon dont Ebola a été traité en Afrique avec les conditions hygiéniques qui accompagnent cela et les changements de coutumes et des normes aussi, des normes sociales qui devaient évoluer en fonction de la contamination ou en tout cas la prévention contre la contamination à ce virus. Donc ça crée un nouveau comportement en fait. Et donc les individus se sont conformés à ces nouveaux us et coutumes. Et aujourd'hui avec, je crois, le coronavirus, on rentre aussi dans cette même configuration. C'est une leçon pour le monde dans ce sens, puisque aujourd'hui, peut-être même on peine à se saluer quand on se rencontre, ou on peine à se faire des câlins. Donc à mon avis, il y a une nouvelle reconfiguration qu'on va voir qui permet à l'humanité d'évoluer aussi pour pouvoir éradiquer ces maladies. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Ebola, donc c'était l'Afrique, c'était délocalisé. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai voyagé en Afrique, c'était en pleine crise d'Ebola. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction, Contagion, etc. Donc ça crée, je crois, un sentiment particulier. Et ce sentiment, il est partagé maintenant dans le monde, puisque aujourd'hui, avec la contamination des pays européens, puisque Ebola n'était pas arrivé jusqu'ici, hein, en tout cas, il y a eu des suspicions, mais c'est pas arrivé jusqu'ici. Et avec le coronavirus, donc on nage en plein dans ce psychodrame. Et Emmanuel Macron disait avant-hier qu'on est au début de l'épidémie. Donc ça montre bien que nous devons prendre un certain nombre de mesures pour nous préserver contre la contamination de ces maladies et aussi travailler au niveau de la recherche, c'est ce qui a été effectué en Afrique, au niveau de la recherche scientifique, pour déterminer des molécules qui peuvent combattre efficacement ces maladies. C'est ce qui s'est produit en fait en Congo avec l'introduction d'une nouvelle molécule qui a eu en tout cas qui a été efficace
pour lutter contre cette maladie. Vous m'avez devancé par rapport au Covid-19, aussi appelé coronavirus, maintenant c'est Covid-19. Alors la République démocratique du Congo, on l'a appris hier, est devenue le 11e pays africain à enregistrer un cas de Covid-19. C'est un patient de 52 ans qui est arrivé il y a quelques jours à Kinshasa. Alors est-ce qu'il faut craindre une propagation rapide, sachant que dans la ville de Kinshasa, on connaît la promiscuité qui règne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, monsieur le ministre? Écoutez, oui et non. C'est-à-dire que si au niveau des aéroports et des frontières, parce que le Gabon, qui n'a aucun cas, a fermé ses frontières avec le Cameroun, etc., parce que le Gabon a appris qu'il y a des cas de contamination au niveau du Cameroun. Et effectivement, s'il y a des contrôles déjà au niveau de l'aéroport, ce qui a été fait au Cameroun, parce que les équipes sont vraiment mobilisées. C'est-à-dire qu'à chaque sortie d'avion, il y a tout le matériel adéquat pour pouvoir examiner les passagers. Ainsi, quand on les prend au niveau de l'aéroport, ils sont automatiquement isolés. Et on va avec eux dans les centres de santé où vraiment c'est bien cadré et personne ne pourra en réalité contracter la maladie. Par conséquent, aujourd'hui, ça restera peut-être 2 cas au Cameroun. Et puis, forcément, bon, s'ils sont guéris là-bas, parce qu'apparemment, dit-on, moi je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, la chaleur élimine ce virus-là. Mais tant mieux, parce que je crois que c'est la période sèche là-bas, il fait probablement chaud. Donc, c'est important de se prémunir de cette manière-là. Et effectivement aussi, on a vu comment la propagation a été exponentielle dans le monde. Et c'est à craindre. Mais je crois que, d'ailleurs, en France, ici, les gens se plaignent, ils disent qu'à Roissy, il n'y a pas de contrôle. Donc c'est vachement inquiétant aussi, que des gens puissent rentrer comme ça en France sans le moindre contrôle au niveau des aéroports. Donc ça peut poser problème. Alors malgré les contrôles, cet homme, ce passager de 52 ans, il n'a pas été pris en charge directement parce qu'on n'avait pas détecté tout de suite chez lui en fait la maladie. Alors c'est une sorte de bombe à retardement. Il ne faut pas s'alarmer par rapport à ça, Gratien? Oui, ça pose un problème parce qu'il y a plusieurs pays où on n'a pas pris beaucoup de mesures. Il n'y a pas beaucoup de mesures pour se protéger. Maintenant, et les gens peuvent venir de plusieurs pays. On a en Europe l'Italie, la France, bientôt les autres. Il y a l'Asie, il y a la Corée, l'Iran. Il y a plusieurs pays. Donc, il y a un vrai problème. Mais il faut dire que dans tous les pays, il n'y a pas beaucoup ils n'ont pas développé, par exemple, ou ils n'ont pas importé des cas de matériel pour faire les tests. Il y en a très peu. Ce qui fait que ça pose un problème. Il y a la suspicion qui peut être, on peut enfermer les gens. Au bout de 14 jours, on voit bien comment est-ce que ça se passe. Mais en réalité, il y a un problème qui se passe au niveau de l'équipement à l'aéroport, comme on l'avait dit, des hôpitaux aussi. Mais moi, je dirais par rapport à ça, que ce soit coronavirus ou Ebola, sont des maladies. Aujourd'hui, ça peut être éradiqué, mais demain, il y aura d'autres maladies si on n'y prend pas garde. Parce qu'en fait, tout vient des animaux sauvages. Tout vient de cette transmission, en fait, qui ne pouvait pas se faire de l'animal à l'homme, soit chauve-souris ou autre, mais on doit faire attention, notamment... Est-ce que ça a été prouvé, justement, scientifiquement? Il y a des recherches, notamment à Ebola, et même pour le coronavirus, on sait bien que ça vient... On a entendu beaucoup de rumeurs. On a entendu, mais ça ne vient pas. C'est pas quelque chose, c'est pas une maladie, c'est pas un virus qui était dans l'homme, qui s'est développé, c'est un virus qui est venu surtout... on voit bien, il y a beaucoup de thèses, c'est que ça vient des animaux sauvages. Je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'on fasse attention avec les animaux sauvages. Non, les scientifiques s'affrontent là-dessus. Oui. Notamment par rapport à la chauve-souris. Oui. On nous précise que la chauve-souris a ce virus-là, mais ne le développe pas. Donc, ça pose problème, non? Non, meurt ça pas, veut pas dire mais peut contaminer les autres animaux. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément se méfier des animaux. Bon, peut-être que je suis un défenseur des animaux. Je dirais que peut-être qu'il faut plus qu'on mange du pangolin, etc. Alors, par rapport aux mesures de prévention, est-ce que la suspension des vols en provenance des pays européens ou asiatiques, en tout cas des pays qui sont touchés, pourrait être une solution envisagée par les autorités congolaises pour fermer ses frontières et dire « vous ne rentrez pas chez nous ».
Monsieur Sissoko. Oui, il y a des pays qui ont commencé à faire cela. Moi, je me souviens d'une délégation italienne qui a été expulsée d'un pays d'Afrique. Et donc, à mon avis, il faut que les pays prennent des mesures drastiques pour se protéger contre la propagation de ce virus. La République du Congo peut aller démocratique du Congo peut aller exactement dans ce même sens et pas seulement. Et je crois dans les autres pays d'Afrique. Moi, je me souviens, j'ai quitté le Mali il y a juste 2 semaines. Et quand je suis arrivé à Bamako, donc il y a 3 semaines, en arrivant à Bamako, il y avait des contrôles à l'aéroport puisqu'on savait que du coup, il y a des cas de coronavirus qui ont été détectés en France. Donc du coup, on a eu 2 sas de contrôle sanitaire pour essayer de montrer patte blanche avant de rentrer dans la capitale française, mais au retour, capitale malienne, pardon, au retour en France, on n'a pas eu ce cas de contrôle. Mais du coup, ce qui m'interpelle aussi dans la propagation de ce virus, puisque aujourd'hui en Afrique, on a très peu de cas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a un système de santé qui nous permet de repérer assez facilement ces maladies? Donc du coup, ça pose la question du diagnostic de cette maladie, et ça pose la question aussi des habitudes au niveau local, puisque n'oublions pas que ce virus, il a des symptômes qui sont assez proches d'une toux, d'un rhume ou d'une grippe. Et donc du coup, en Afrique, on ne prend pas l'habitude d'aller dans les hôpitaux pour se faire soigner de ces maladies. Donc, comment le détecter? Comment le détecter? Donc ça pose la question d'une part de la façon de détecter et puis des comportements locaux aussi. Est-ce qu'ils vont aller dans les hôpitaux ou pas en fait pour se faire soigner des grippes ou autres? Peut-être qu'on va être attentif pendant quelques semaines, mais j'ai peur qu'on ait tout d'un coup une explosion en fait de cas en Afrique. En tout cas, je ne l'espère pas, mais à un moment donné, je crois, puisqu'il y a une propagation, les pays qui sont fortement touchés disent nous sommes au début de l'épidémie. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Quand on regarde un peu, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que finalement, ce virus, il se propage beaucoup plus rapidement qu'on l'a imaginé. C'est pour cette raison que les mesures qui ont tendance à contrôler l'entrée des touristes aux frontières ont tardé à venir. Donc peut-être les mesures ont été prises trop tardivement, ou les prises en charge au niveau des aéroports ne sont pas assez rigoureuses. Et donc à partir de là, on peut laisser passer quelques personnes, comme ça a été le cas pour la République démocratique du Congo, quelqu'un qui est passé entre les mailles du filet. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à éviter à mon sens, ce type de situation. Et donc, pour conclure par rapport à ce sujet, on sait que Ebola a fait plus de 2000 morts depuis 2018. Et comparativement au Covid-19, depuis décembre 2019, il y a plus de 4000 personnes qui sont décédées. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que la manière dont a été traitée l'épidémie d'Ebola, bien que ce ne soit pas comparable, peut apporter des leçons pour traiter l'épidémie du coronavirus, aussi appelé Covid-19? Je commence par vous, Monsieur Meignet, assez rapidement. Écoutez, oui, je crois que l'Occident, notamment, je parle aussi de la Chine, ces gens peuvent s'inspirer de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, où on est en train de circonscrire, n'est-ce pas, le virus Ebola. C'est très important, parce qu'effectivement, il y a eu une espèce de laisser-aller. Il parlait, M. Sissoko, tout à l'heure... Très rapidement, parce qu'on dit que le temps est parti. De son arrivée justement au Mali. Moi, je sors du Cameroun. J'y étais là au début du mois de mars, quand j'ai atterri à l'aéroport. Quand on est sorti de l'aéroport, on nous a tous contrôlés sur le plan sanitaire. Et donc ça, c'est très important. Donc il faut que ces gens s'inspirent. Et justement, c'est le bon exemple de la RDC afin de circonscrire cette épidémie qui risque de faire des ravages. Eh bien, on finira donc sur ces mots de la fin, une note positive. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités de nous avoir éclairés sur ces faits d'actualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.